Tanguy Gréban, j'ai 51 ans, j'habite à Bruxelles, je suis directeur éditorial à Repos Productions, qui est un éditeur de jeux de société qui existe depuis une vingtaine d'années, et je travaille là depuis un peu plus de 5 ans. J'imagine que ça fait quand même un petit moment que tu es dans le monde du jeu de société. Pour finir, responsable éditorial chez ReproProd, ça fait à peu près combien de temps et quel était aussi ton parcours du coup? Je suis, on va dire, professionnel du jeu de société, c'est-à-dire que les premières fois que j'ai commencé à vendre des jeux, c'était dans une boutique dont j'étais propriétaire qui vendait du comics, bande dessinée américaine. On avait un tout petit rayon jeu de société, c'est à plus de 20 ans. Et après ça, pendant 15 ans, donc il y a 20 ans, mais pendant 15 ans, j'ai été ludicaire d'un magasin qui s'appelait Casse Départ, qui était une assez grande boutique en Belgique, dans une ville estudiantine. Et la particularité de la boutique, c'est que tout de suite, quand on l'a créée il y a 20 ans, elle était destinée aux adultes. Il y avait un petit rayon enfant, mais c'était vraiment une boutique pour adultes, spécialisée dans le jeu, avec 200 mètres carrés de jeu, 100 mètres carrés de magasins. Et avec un choix vraiment très très large, on essayait de prendre, maintenant c'est plus trop possible, mais tout ce qui sortait. Donc c'est-à-dire que la sélection se faisait dans les quantités de jeux et pas dans quel jeu on prend ou quel jeu on ne prend pas. On prenait tout, mais dans des quantités différentes. Et puis il y avait 100 mètres carrés de tables, chaises, distributeurs de boissons pour venir jouer toute la journée si tu veux gratuitement. Tu pouvais emprunter des jeux et jouer. Ok, donc c'était, on va dire, c'était un bar à jeux avant l'heure entre guillemets et un magasin. C'est pas vraiment un bar à jeux parce que le but n'était pas du tout de vendre quelconque boisson et tout. Tout ce qui est boisson, c'est plus pour pouvoir rendre service à celui qui dit il passe la journée là, il a soif. Mais en gros, c'était plus un espace de jeu ouvert pour qui voulait. On organisait des tournois, on faisait des démonstrations. Alors dans le cadre aussi de ce magasin, j'ai organisé des festivals. Je suis pas passé directement à Repos Productions. J'ai travaillé pour eux avant dans la consultance. J'ai fait du sourcing pour eux, c'est-à-dire chercher des jeux à éditer à Essen. Voilà, je les connaissais depuis le début, en fait, depuis où ils ont lancé. On se connaissait les uns les autres. Je me souviens d'y venir à la boutique, dans la salle de jeu, faire des démonstrations de leur tout premier jeu régulièrement, une fois par an. On faisait une petite soirée repos où ils venaient montrer leur prototype. Et puis voilà, ils ont eu leur success story et le magasin a bien marché, mais enfin, ça n'a rien à voir entre un éditeur et un magasin, évidemment. Oui, puis c'est sûr, on va dire, un magasin qui a une success story comme a eu un peu au ReproProd avec assez rapidement des titres qu'on marchait même internationalement, si on parle par exemple de Time's Up ou de Seven Wonders. Rien en vrai, même si avec ces deux-là, déjà, c'est déjà énorme. Et en plus, ils ont eu du Just One, ils ont eu du Concept, qui sont des énormes succès aussi. Donc, oui, ils ont. Et puis d'autres qui ont marché très très longtemps. Hein. Des Cash and Gun, ça a marché très longtemps. Du Nullbug aussi, ça c'était plus limité. Mais enfin, oui, ils ont toujours eu. Ils ont eu un taux de succès, Cédric et Thomas, assez incroyable proportionnellement. Il y a beaucoup d'éditeurs qui peuvent vivre parce qu'ils ont eu un ou deux long runners, donc des succès incroyables qui font que la société peut durer des années. Ils en ont eu un certain nombre parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont le nez fin, c'était des joueurs passionnés. Donc ouais, j'ai eu la chance de pouvoir ces dernières années évoluer dans cette entreprise-là avec ce passif-là qui est assez agréable. Et peut-être c'est toi qui peux me dire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par exemple, de faire, comme tu dis, un jeu qui tient dans le temps, c'est de plus en plus compliqué, parce que déjà, il y a beaucoup de titres qui sortent, et de sortir du lot sur une année, c'est possible, mais de rester un peu dans l'histoire du jeu, j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur. Alors, je pense qu'il y en a toujours autant, voire plus qu'avant. Par contre, proportionnellement par rapport au nombre de jeux, c'est plus difficile. Donc, des long runners, donc des jeux comme ça qui s'installent, il y en a toujours. J'ai même l'impression qu'il y en a peut-être un peu plus qu'avant, mais oui, c'est ça. C'est vraiment proportionnellement à la masse de jeux qui sortent, c'est plus difficile à faire. Et maintenant, ça a toujours été, je pense toujours, ce sera toujours une question de qualité du jeu, ou en tout cas d'impact qu'il peut avoir, à quel point il peut toucher un certain public. Et ça varie parce que ce qui touchait et qui arrivait à faire un jeu qui dure il y a quelques années change maintenant. Quand un jeu comme Concept est sorti, ou même quand Just One est sorti chez Repos Productions, c'était pas donné parce que ça semblait trop simple en fait. Un jeu comme Just One ou comme Concept, on a même des gens reprochant en disant mais c'est pas un jeu, c'est vraiment trop simple. Quand un The Mind est sorti, il y avait des gens pour dire mais c'est pas un jeu, ça faut arrêter, c'est une expérience, mais c'est pas un jeu. Un Double, même chose en fait, ça semblait trop simple. Et donc là, le niveau de difficulté ça baisse au fur et à mesure que la masse de gens qui aiment jouer augmente en fait. Et puis il y a
moins de snobisme aussi. Il y a des joueurs pour qui ça doit avoir une certaine complexité parce que sinon ça n'a pas. On le voit souvent dans des codes BGG, c'est assez drôle, des gens qui viennent mettre des avis dithyrambiques en disant le meilleur jeu d'ambiance que j'ai jamais joué, on se marre à chaque partie, c'est génial. 3/10. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent obligés de mettre une échelle de valeur entre un jeu pour joueurs, etc. Alors que c'est pas le même public, c'est tout seulement. Oui, c'est pas le même public et c'est même pas les mêmes choses. Dans un livre, on n'utilise pas je sais pas, on peut pas vraiment comparer, je vais dire, une bande dessinée avec la Bible, catalogue Ikea. Enfin, c'est des livres, d'accord, mais est-ce que on les lit pas pour les mêmes raisons, quoi ? Ça n'a pas. Oui, c'est sûr. Puis aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup les Eurogames, mais je m'amuse autant si demain tu me dis fais un jeu d'ambiance ou un jeu même des fois j'aime pas le Skyjo mais tu me proposes un Skyjo rien que le moment partagé déjà c'est ok, c'est très bien, et il en faut tellement pour tout le monde que pour moi je trouve ça aujourd'hui même très très bien qu'il y ait une diversité de jeux, que ça soit du plus simple ou plus compliqué pour juste que les gens puissent profiter entre eux, parce que la jeunesse du jeu de société, en vrai, c'est ça. C'est juste des gens qui partagent un moment. Oui, et je pense qu'on va aller de plus en plus de diversité et que l'avenir, il est là. On est dans le jeu de société mute depuis plus de 20 ans. Le jeu de société moderne mute constamment. Mais là, les mutations sont vraiment très, très, très fortes. Les changements, en ce moment, sont très forts, même au niveau économique. La manière de vendre des jeux, la manière de faire de la promotion pour des jeux, tout ça change de plus en plus fort. Et donc, je pense qu'un des avenirs, c'est vraiment des micro-éditeurs et des micro-éditeurs spécialisés qui ont leur public cible, à qui ils vont vendre, ça va payer des salaires, et leur but n'est pas spécialement d'essayer de toucher toutes les familles et de faire des gros hits internationaux et tout. Leur but va être simplement de pouvoir vivre décemment comme il faut, avec un public de passionnés qui les suit et qui achètent régulièrement toutes leurs sorties parce qu'ils sont dans une niche. Je pense qu'on va aussi vers ça. Quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, quand je suis allé au Fige, il y a de plus en plus de petits éditeurs qui sortent un jeu par an, mais qui sont très très bien. Je pourrais en citer. Après, je sais pas si c'est petit ou moyen, mais par exemple, aujourd'hui, il y a Spiral, qui est un petit éditeur qui sort un jeu par an, qui est très très bien. Où il y a même, après, je sais pas si c'est différent, mais Playpunk, qui est aussi un petit éditeur, même si bon, ils ont quand même l'expérience d'être de gros éditeurs, donc c'est peut-être un peu différent. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de petits éditeurs qui ils sortent un jeu par an, ils sont en petite équipe et juste ils cherchent leur niche, leur public, et ils développent comme ça. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Et l'exemple que tu donnes, en fait, ce sont pas, ce sont des choix, en fait. Playpunk, par exemple, Thomas avait Repos Productions, Antoine Boza, voilà, j'ai plus à démontrer sa connaissance du milieu du jeu. C'est des personnes qui ont fait le choix en se disant, en fait, il y a moyen de très bien vivre et de faire des choses qui nous amusent comme il faut, sans avoir une structure trop grande, sans avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes engagées qui il faut fournir du travail tous les jours, etc. Ponctuellement, quand on a trouvé le jeu qui nous convient et qu'on pense qu'on peut avoir le succès, et donc on ne s'oblige pas à sortir X jeux par an, on sort des jeux quand on pense vraiment qu'il y a quelque chose, et donc ça permet d'avoir des jeux de qualité, comme Spiral, et donc quand le jeu sort, on a envie de le suivre, parce qu'on sait que, ok, quand ils sortent un jeu, c'est pas parce qu'ils doivent sortir un jeu pour payer des salaires, c'est qu'ils sortent un jeu parce que ils ont trouvé quelque chose qui leur plaît, ils ont trouvé une pépite qu'ils ont envie de mettre en avant, on aimera ou on n'aimera pas, mais au moins ça vaut la peine de tester et d'essayer, parce qu'il y a une vraie démarche derrière. Et donc, oui, c'est des vrais choix, en fait, de structures qui sont résilientes et qui avancent petit à petit en fonction de jeux qui sont de vrais coups de cœur. Chez Repos, pour le coup, c'est pas une petite structure, c'est quand même une des... Je sais pas si c'est la plus grosse, mais c'est quand même une très grosse structure sur le marché du jeu de société. Est-ce que depuis ton arrivée, tu as dû un peu restructurer, reprendre une nouvelle direction artistique, une nouvelle ligne éditoriale, ou tu as essayé de suivre quand même la ligne éditoriale existence de Repos? Comment ce cheminement a été fait à ton arrivée? Parce que je pense que s'ils t'ont appelé, c'est qu'ils avaient une idée aussi de renouveau peut-être. Oui et non. En fait, la ligne éditoriale de Repos a toujours été qu'il n'y a pas de ligne éditoriale et que ce sont des jeux, des bons jeux et des jeux qui plaisent. Et donc ça, c'est très très ouvert. Une des choses pour lesquelles ils m'ont engagé aussi, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils n'aimaient pas trop faire et que moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir suivre et d'entretenir des gammes. C'est-à-dire que
à Repoproduction, par exemple, quand ils ont un jeu qui marche, le but n'est pas de faire, ils l'ont fait à un moment, le but n'est pas de faire spécialement une extension ou quoi que ce soit. S'il y a une bonne idée, si elle est chouette, etc., et si l'auteur vient en disant, tiens, j'ai une idée là, bah pourquoi pas, on va la faire. Mais pas de spécialement travailler le jeu comme une marque en disant, OK, là, il faudrait qu'on ait quelque chose et tout. J'ai fait un entre-deux, donc mon but n'a certainement pas été de, OK, il faut chaque année qu'on sorte une extension, une sortie et tout, mais par contre de favoriser ça. Donc d'aller proactivement en disant, OK, ce serait quand même bien qu'il y ait des choses. Est-ce qu'il y a des idées? Est-ce qu'il y a des possibilités de travailler ça et de mettre ça en avant? J'ai aussi fait attention, parce que c'est quelque chose qu'ils aimaient moins, de rafraîchir les jeux. Donc, on a rafraîchi Seven Wonders, on a rafraîchi Just One, on a rafraîchi Concept, on a rafraîchi Masquerade. Donc, au fur et à mesure, en parallèle, les jeux, ça vieillit d'une certaine manière, parce que les illustrations sont plus trop au goût du jour. Il y a d'autres manières d'expliquer les règles. Par exemple, un jeu comme Concept, c'était quand les règles ont été écrites, il fallait être sûr que les gens comprennent un petit peu le principe, parce que c'était tellement simple qu'il y avait une peur que le public ne comprenne pas qu'il y avait un intérêt dans le jeu. Et donc, il fallait un petit peu en rajouter, expliquer, mettre des exemples. Et donc, ce sont des choses qu'on a simplifiées, puisque le public était beaucoup plus d'accord de jouer à des jeux très, très simples. Dans l'internationalisation aussi, dans Concept, les exemples, c'était Astérix et des choses comme ça. Et à l'époque, on se disait, il y avait moins de pays en disant, tout le monde connaît Astérix. Ouais, tout le monde connaît peut-être Astérix, mais un Américain, quand même, la majorité des Américains vont pas savoir ce que c'est Astérix. Donc, il vaut mieux trouver un autre exemple que Astérix dans les règles. Enfin, voilà, dans le côté international, on rafraîchit un petit peu tout. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Et puis, on s'est fait plaisir. On a essayé de faire comme eux, c'est-à-dire qu'on s'est fait plaisir. Et la ligne qu'on a suivie aussi, c'est le travail. Ils travaillaient sans doute encore beaucoup plus que nous. Je me souviens vraiment beaucoup de soirées avec Cédric et Thomas où ils invitaient les amis, ils invitaient un peu tout le monde en disant venez, on va tester nos nouveaux jeux. C'était vraiment constant le testing, et aussi en festival. Systématiquement, quand vous alliez sur leur stand, les jeux suivants étaient là en testing, ils essayaient, ils cherchaient, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a continué, qu'on a fait attention à essayer encore, mais sans doute qu'on l'a pas fait au niveau où ils le faisaient, parce que c'était vraiment constant, mais c'est quelque chose de très 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 important. Par exemple, du coup, quand vous parfois quand on est en festival, il y a un jeu qui n'est pas encore sorti, qui sort fin d'année ou je sais pas, ce qui est possible. Ça vous arrive par exemple de l'avoir testé à quelques festivals et avant de le sortir, de faire quelques ajustements parce que il y avait 2-3 trucs qui fonctionnaient pas? Ah oui, toujours. En fait, là où Cédric et Thomas testaient constamment sur plein de festivals, nous on s'est concentré sur certains festivals. Le premier dans l'année, c'est à Ludinor. Donc à Ludinor, on a trouvé un public qui était vraiment très intéressant en test. Les tables sont remplies, le public fait la file, il veut tout tester. Et donc on a parfois la difficulté quand on fait du testing dans un festival que les personnes veuillent d'abord tester les nouveautés et puis fuient et ont un petit peu peur des protos en disant oh là là, dans quoi je vais tomber, c'est des jeux pas finis, c'est peut-être pas très bon. Et donc parfois on attend, il faut aller chercher le joueur en disant oui mais attendez, testez, votre avis nous intéresse. À Ludinor, le public est très curieux, il s'installe, il fait tout le line-up, donc on lui fait tout tester et il est extrêmement respectueux, c'est-à-dire qu'on a testé un jeu comme Architect of Seven Wonders, c'était très important pour nous qu'il soit très secret et on l'a annoncé vraiment en dernière minute, je crois que c'est 2 mois, quelque chose comme ça, je me souviens pas très bien, mais avant la sortie, bam, tout d'un coup le public a appris que le jeu sortait en disant mais d'où ça vient, on l'a jamais appris, on sait pas, parce qu'on n'avait pas du tout communiqué. Le jeu, on l'avait testé à Ludinor, on l'avait testé sur le public et tout le monde a tenu ça secret. Et donc, cette année, je crois que c'est dans moins d'un mois, tous nos jeux, là, tout ce qu'on va sortir, on prépare tous nos prototypes pour être prêts, pour être testés là. Et ensuite, le mois suivant, on le travaille, on le reteste dans des soirées jeux, on le reteste à d'autres festivals comme parfois Troll et Légendes. On a fait quand même du testing à Cannes cette année. Et donc, on passe de festival en festival, plus des événements plus privés comme les ludopathiques ou le sommet des jeux, où là, il y a des professionnels. Et donc, vraiment, toutes ces étapes, ça rythme notre vie de game développeur et de chef de projet parce que on essaye chaque fois de régler un maximum de défauts, on le présente, et ça nous arrive, après 2 parties, on se regarde et on dit ok, c'est foutu, on range le jeu et on sait qu'on est reparti, parce que entre ce que nous on testait et la manière dont on appréhendait le jeu et comment le public l'appréhende, c'est complètement différent et c'est capital. Pour moi, c'est vraiment capital de faire tester le grand public à ses prototypes à l'avance. Ça permet vraiment de se rendre compte de plein de soucis. Quand vous pensez qu'une règle est claire parce que vous la connaissez et que vous faites, 10, 15, 20 parties dans une journée, et que 10, 15, 20 fois on vous dit c'est quoi encore la règle de ça, c'est quoi encore la règle de ça, elle a beau être bonne,
Si personne ne la retient, c'est qu'il y a qu'il y a soit un problème Ouais. d'ergonomie, soit un problème de compréhension de règles. Enfin, elle est pas intuitive, quoi. Et donc, il y a quelque chose à changer. Donc, c'est vraiment très, très, très bon comme processus parce que ça oblige vraiment à se remettre en question et à changer les choses. Par exemple, cette année, il y a eu pas mal de jeux, de jeux de joueurs sur le salon et même, du coup, même chez Repo et un peu partout. Oui. Et comment, même si en vrai, c'est pas de chance, j'ai l'impression que c'est un peu des modes, des choses un peu comme il y a peut-être 1 an ou 2, on avait beaucoup de nature mais comment ça se fait que une année, alors que les jeux ils sont préparés 2 ans en avance, Ouais. on arrive sur une même période avec tous les jeux en même temps dans le même format entre guillemets. Oui. Il n'y a pas une discussion avant avec les distributeurs ou Oui et non. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que il y a de l'air du temps. Le but, normalement, en tant qu'éditeur, c'est de sentir l'air du temps et de prendre de l'avance sur de l'air du temps. Donc, de sentir qu'il va y avoir ça et de pas le faire. Il y a des choses qu'on sent. Donc là, on a les pentaminos, on les a sentis, polyminos, pardon. À part on a vu qu'il y avait plein de jeux qui arrivaient. Là, maintenant, le The Crew a créé plein d'auteurs qui viennent avec du jeu de pli, entre guillemets, avec un twist. Et chaque fois un bon twist, mais en fait, il y a que ça. Donc, oui, voilà. c'est pas intéressant. Là, maintenant, je vais pas en parler parce qu'il y a peut-être des choses, mais il y a vraiment des tendances qu'on sent que les auteurs proposent, qui sont souvent les influences d'un jeu. Donc, il y a l'influence d'un jeu qui donne des idées de faire mieux, en disant, ah ouais, mais ça, c'était bien comme idée, mais quand même, il y a moyen de faire mieux. Et ils ont des idées super, mais on sent que tout va arriver. Et donc, moi, j'ai tendance, parce que on est plus lourd, on prend le temps de faire les choses et tout, j'ai tendance à ne pas vouloir tomber dans la mode, parce que quand ça sortira, ce sera plus à la mode. Mais si on est un éditeur, qu'on est assez rapide dans sa manière de faire et tout, on peut se dire, ok, on surfe sur la mode, on va vite, et hop, on tombera en plein dedans. Mais en gros, je sais que si je signe un jeu pour dans 2-3 ans et que j'en vois plein dans ce style-là, quand notre jeu va sortir, ce sera pas le premier, quoi. Pour les jeux de joueurs, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a une vraie nécessité. Donc là, tout le monde dit, oh, il y a trop de jeux de joueurs, mais je pense qu'on n'a pas trop. Il n'y en avait pas beaucoup, en vrai, avant. Avant, c'était compliqué de trouver des bons jeux de joueurs. Il y en a pas énormément. Il y a le fait aussi que le public, c'est mon expérience boutique, mais se lasse des faux de joueurs. Donc souvent, quand on parlait de 2 joueurs, on montrait le public venir, oui, non, mais je veux un vrai 2 joueurs. Je dis, mais celui-là, il est 2 à plus. Non, que 2. Parce qu'ils se sont fait souvent avoir avec une expérience de joueur qui n'était pas la même que le reste du jeu. Et donc, il faut faire attention quand nous, par exemple, on ne sort jamais un jeu. Seven Wonders, par exemple, était de 2 à 7. On a enlevé la version de joueurs parce que c'était pas la même expérience. Ah, c'est sûr. Elle était peut-être bien ou pas bien, mais c'est pas la même expérience et donc on la met pas. Et donc on essaye de limiter le jeu à l'expérience identique. Alors c'est toujours un peu différent, 3, 4, 5, l'ambiance n'est pas la même, etc. Mais s'il faut des règles particulières ou quoi que ce soit, on ne le fait pas parce que ça, c'est pas le même jeu d'une certaine manière. Il y avait pour moi, il y a un manque de 2 joueurs et je pense avec tout ce qui est sorti, il y a quand même un manque de 2 joueurs. C'est quand même le public, ça va être le plus accessible en fait. C'est plus facile de jouer un 2 joueurs que de jouer un 3, 4, 5, 6, 7, etc. Pas en convention, mais dans la vie de tous les jours. Avec le Covid, je pense que de plus en plus de couples ont commencé à jouer, ont pris plaisir à jouer ensemble. Asmodée a révélé, j'ai vu ça aujourd'hui ou hier, et c'est quelque chose que je ressentais, que beaucoup de gens ressentaient, mais maintenant c'est chiffré, c'est qu'il y a 51,7%, je crois, de femmes qui jouent. C'est-à-dire que le monde du jeu, il y a plus de joueuses que de joueurs. Voilà, c'est clair. Alors qu'on croyait que c'était un truc de mec. En boutique, je me suis toujours dit, j'y crois pas parce que je voyais vraiment beaucoup de clientes et je me dis, c'est pas possible, j'ai plus de clientes que de clients. J'ai jamais pris la peine de calculer. Mais là, ils ont fait une étude, ils ont révélé samedi, je crois, ou hier, en disant, voilà, il y a plus de joueuses que de joueurs. Et c'est le cas, c'est vraiment le cas. Donc voilà, il y a des choses qui changent et ça veut dire qu'on joue de plus en plus en couple. Moi, je l'ai senti sur 20 ans, sur 15 ans en boutique. Les gars jouaient entre eux, et puis de plus en plus, les couples ont joué, les familles, etc. Donc, c'est vraiment devenu mixte, et il y a cette demande de, ouais, mais le jeu, le soir, au lieu d'aller voir un film ou une série, on se fait un petit jeu avant, et voilà, il y a cette demande-là. Donc, il y a vraiment un gros manque. Donc, je pense que c'est pas trop dérangeant. Je pense que tous les jeux à 2 joueurs qui sont sortis ne se sont pas crachés. Nous, on a des jeux de joueurs qui arrivent encore. Là, il y a Mythicals qui sort ce mois-ci, puis il y a Toy Battle, et qui est très très attendu et qui est un 2 joueurs et ça semble poser
de problème à personne. Un peu aux distributeurs qui ont peur de voir tout ça, mais si les ventes suivent et que les boutiques et que les clients prennent les jeux, les distributeurs y suivent et ils prendront des quantités, c'est pas ça le problème. Donc voilà, je pense que c'est pas trop une mode, je pense qu'on rattrape un petit peu un manque. Ouais, c'est sûr. En plus, tu parlais un peu de Mythical, bon, j'ai pas testé, mais Toy Battle que j'ai testé au Fige. Je trouve que c'est, moi j'ai adoré le jeu et je trouve que c'est une expérience, et de plus en plus une expérience, j'appelle ça une expérience téléphone, mais sur un plateau. Et il y a de plus en plus de jeux comme ça qui donnent cette expérience. Par exemple, il y avait Captain Flint qui me donnait aussi ce côté très instinctif, comme quand je joue mes petites applications Candy Crush ou les trucs comme ça, très simples, mais où tu prends du plaisir. Et je trouve que Toy Battle, pour ceux qui ont joué à Clash of Clans, c'est Clash Royale, pardon, il y a ce sentiment et je trouve, en tout cas, je trouve l'expérience très réussie. Et je pense que, et ça fait déjà quelques années, le jeu de société doit énormément aux jeux vidéo. Je pense que le jeu vidéo, et principalement le jeu mobile, ont permis aux jeux de société d'exploser et ils lui permettent d'exploser encore plus dans les années à venir. Très clairement, je pense que grâce aux petits jeux mobiles que tout le monde a sur son téléphone, beaucoup de personnes qui pensaient que le jeu c'était pour les ados un peu arriérés, les geeks, qui mettaient ça dans une catégorie sans savoir, ont commencé à jouer, ont pris beaucoup de plaisir à jouer, ont joué de plus en plus et puis ils passent aux jeux de plateau en disant ok, en gros, ça a révélé pour plein de personnes qu'ils étaient joueurs et joueuses sans qu'ils ne sachent en fait. Et peut-être que pour le public féminin encore plus, parce que les jeux avant, on va dire dans les 20-30, c'était des jeux quand même qui étaient un peu pénibles. Le Monopoly, on peut passer un bon moment parce qu'on aime bien les gens avec qui on est autour de la table, mais c'est pas quand même une expérience. Le jeu d'échecs, c'est un jeu extraordinaire, mais enfin, c'est quand même. On a évolué depuis ces jeux-là, et donc il y a beaucoup de personnes qui n'avaient que ces jeux-là sous la main, qui des jeux qui sont pas très narratifs en fait. Ça raconte pas toujours grand-chose. Ça présente une expérience de jeu qui est quand même qui peut être assez austère. Ont découvert d'autres jeux qui leur correspondent plus, avec des visuels et des univers qui correspondent plus, et donc se sont découverts joueuses et ont foncé dans le jeu de société moderne. Donc on doit beaucoup, et je pense que ça n'a pas fini d'augmenter le marché du jeu de société. Oui, moi en tout cas j'ai l'impression que le marché du jeu de société est en pleine extension. Bon, il est encore très loin en économie et je sais pas s'il arrivera un jour à l'économie du jeu vidéo. Je pense pas parce que c'est quand même deux économies différentes, mais je pense, en tout cas, ce que je vois et ce que je peux connaître aussi avec le monde de l'audiovisuel, quand j'ai fait aussi beaucoup de production dans le monde de l'audiovisuel, je vois de plus en plus le monde de jeux de société se rapprocher des mondes de l'audiovisuel, du jeu vidéo et peut-être aussi de la bande dessinée. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, moi quand j'étais plus jeune et que je jouais au Magic, j'avais du mal à trouver du monde pour jouer. Il y avait un petit club, on était 4-5 et en plus c'était entre guillemets, moi j'aimais bien le sport, et j'étais un peu, je vais pas dire quelqu'un avec une hype dans l'école, je vais pas aller jusqu'à là, mais d'aller dans le groupe de geeks, c'était un peu les losers entre guillemets. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, faire du jeu de société, je suis en association et je vois de plus en plus, il y a tous les profils, il y a la personne qui travaille à l'usine, comme le chargé d'affaires, comme le geek, comme quelqu'un qui est coach sportif et qui adore le jeu de société. Et je trouve qu'aujourd'hui, les gens ont moins peur le jeu de société, c'est devenu comme regarder un film, comme allumer la télé et regarder Netflix de plus en plus. Pas encore tout à fait. Il y a encore un petit côté, alors je vais pas dire sulfureux, mais il y a un petit côté différent. C'est-à-dire que c'est un loisir, on sent qu'il sort du bois. C'est un loisir qui peut être cool. Pas pour tout le monde. Il y en a encore qui considèrent ça comme un peu étrange. Mais les personnes qui sont un peu plus éveillées sur leur temps, pour eux, le jeu de société, c'est plutôt une activité assez cool. Je l'ai vu avec mes enfants. J'ai voulu faire du jeu de rôle avec eux très tôt quand ils étaient plus jeunes. Ils ont adoré l'expérience. Et puis à un moment, c'était pas trop cool. Et puis tout d'un coup, ils sont revenus et voilà, ça avait la cote, quoi. Et donc, tout d'un coup, faire du jeu de rôle, c'est ouais, on y va, c'est bien. C'est pas simplement leur plaisir qui a changé, c'est aussi l'image que ça avait par rapport à leurs copains ou quoi qui a changé par rapport à ça. Le jeu de rôle, lui, vit un grand, grâce à Stranger Things, je pense, où les personnages là jouent tout ça et tout ça. Ça a vraiment, on l'a senti en boutique qu'il y avait un virage assez important. Et là, en ce moment, ça monte de plus en plus. Ça encore, c'est un loisir qui est très 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 loin du jeu de plateau.
mais qui est un loisir extraordinaire. Ah, moi, j'avoue, j'ai pas encore mis le doigt dans le jeu de rôle. J'ai peur de, si je mets le doigt, que ça m'avale encore un peu plus. Mais c'est vrai que le jeu de rôle, c'est aussi une expérience. Pour le coup, c'est une vraie expérience. Je trouve que c'est encore différent que le jeu de société. C'est un peu... on rentre dans un film. On est un acteur d'un film et avec des quêtes, des choses comme ça. Et je trouve que c'est une expérience encore, je sais pas, différente du jeu de société, mais qui est peut-être encore plus forte en termes d'expérience. C'est clairement plus fort. Pour moi, ce qui est important dans le jeu de société, c'est le vecteur d'émotion. C'est arriver à transmettre de l'émotion avec une œuvre de l'esprit, avec un corpus de règles, arriver à faire vivre des émotions à différentes personnes. Le jeu de rôle, lui, est très fortement vecteur d'émotion. Vous pouvez vivre des émotions absolument incroyables avec ça. Et voilà, pour moi, le jeu de rôle, c'est un peu un roi des jeux, quoi. Ça, c'est très clairement quelque chose, une invention majeure. Et chez Repos, vous en faites pas de jeu de rôle ou c'est... Non, c'est un secteur complètement différent, c'est une expertise complètement différente. Voilà, je suis sûr que Cédric et Thomas, ça les aurait bien botté de faire un jeu de rôle. Ils se seraient peut-être laissés tenter là-dedans, mais maintenant, vu ce qui est devenu Repos, comme grosse entreprise internationale et tout, c'est pas impossible que ça se fasse un jour, hein, mais c'est quand même un loisir assez différent. C'est un loisir qui est plus difficile à rentrer, qui demande plus d'initiation, parce que le jeu, c'est la barrière du jeu en fait, la grosse barrière du jeu, et c'est ça qui semble à diminuer, c'est le nombre de pages de règles. Tout le monde aimerait bien pouvoir jouer tout de suite, mais il faut soit se farcir la lecture des règles, ce qui est difficile, et c'est pas donné à tout le monde, soit simplement l'écoute et la compréhension des règles. Quand vous passez avec un jeu de rôle et que vous arrivez à des règles qui peuvent faire des bottins de téléphone, j'exagère, mais qui peuvent faire vraiment des dizaines de pages ou des centaines de pages, même si vous ne devez pas tout apprendre en une fois et que quand vous jouez, ça passe tout seul, le maître de jeu peut vous aider. Le maître de jeu en lui-même est une personne qui doit arriver à intégrer tout ça et rendre ça fluide. Donc c'est pas... Voilà, le jeu de rôle demande vraiment une initiation de passer, et ça va assez vite, hein, quand on fait jouer à des enfants et tout, on voit très souvent, ils font quelques parties, puis ils ont qu'une envie, c'est de faire avec leurs potes, ils ont compris comment ça fonctionne, ils bidouillent leurs propres règles et c'est parti. Et ça marche très bien comme ça, il n'y a pas besoin de connaître toutes les règles par cœur, de connaître la base, de savoir qu'il faut jeter les dés, rajouter des caractéristiques et voir plus ou moins si ça réussit ou ça rate, ça suffit, quoi. Mais donc, oui, c'est un loisir qui mettra plus de temps à s'installer, mais qui est tellement fort que je pense que quand on rentre dedans, on n'en sort pas. Moi, j'en suis sorti pendant quelques années, mais là, je rejoue beaucoup à du jeu de rôle. C'est des expériences assez extraordinaires. En tout cas, ludiquement, c'est dans mes meilleures expériences. Pour repartir un peu sur le jeu de société, toi, parce qu'aujourd'hui, je pense que t'es pas le seul décidant et vous êtes une équipe quand vous décidez de signer un prototype, mais aujourd'hui, je pense que vous, en plus, en étant Repos Prod, vous devez recevoir beaucoup de prototypes, beaucoup de personnes qui viennent vous proposer des choses. Et comment, parce que moi, c'est une chose à quel moment vous dites, ok, celui-là, il sort du lot. Même s'il n'est pas terminé, parce que souvent les prototypes, il y a encore beaucoup de travail, il y a encore des fois, entre la signature et la sortie, s'il peut passer 2 ans, 2 ans et demi, 1 an et demi, 3 ans, c'est selon les jeux. Mais comment on se dit que, ok, même si le jeu, il y a déjà du déjà vu ou des choses comme ça, mais on se dit, ok, ce jeu, c'est une expérience qui va fonctionner, qui va être dans notre ADN, on y va sur celui-là. Alors, la première chose, donc non, c'est pas moi tout seul et ça le sera jamais. C'est-à-dire que je pense que si j'ai le coup de cœur absolu pour un jeu et qu'autour de moi les chefs de projet, c'est-à-dire les personnes qui vont porter le jeu, qui vont le suivre au jour le jour, qui vont interagir avec les auteurs, autrices, avec les illustrateurs, illustratrices, etc. Si eux ont pas le coup de cœur et si tous les deux, là il y en a 2 chefs de projet à Repos, Pierre et Virginie, n'ont pas le coup de cœur, ça le fera pas. Ça sert à rien. On le voit que si toute une équipe n'est pas prête, et les graphistes derrière et tout, si toute une équipe n'est pas prête à porter un jeu, ça va pas le faire. Parce que c'est un tel travail de longue haleine, ça demande tellement d'investissement. Donc si chaque fois vous devez jouer, les gens traînent la patte, n'ont pas envie de faire et refaire des parties et d'essayer de le faire le mieux possible, s'ils n'ont pas une passion pour ce jeu, ça va pas le faire. Donc c'est vraiment le choix d'une équipe, et c'est l'intérêt d'ailleurs, c'est de se reposer. C'est qu'on sait tous que si on n'est pas tous embarqués,
c'est que il y aura toute une partie du public qui sera pas embarqué, en sachant qu'on n'embarquera jamais toujours. Oui, c'est sûr, tout le monde. c'est impossible. Il y aura toujours des personnes pour trouver que tel jeu n'a aucun intérêt et tel jeu est génial et inversement. Comment ça se fait? C'est du risque. Il y a des fois, il faut vraiment, je pense, de l'expérience et du temps pour arriver petit à petit à être plus difficile. Au début, on se laisse facilement embarquer par une ambiance. On n'a pas les journées au festival sont super. On a une super rencontre avec auteurs ou autrices et on se dit waouh, on va le faire, ça a l'air bien et tout. Et puis on se retrouve à devoir travailler tout le jeu. On voit des ennuis qu'on ne voulait pas voir en se disant oui, ça va, ça se travaille, ça se travaille. Mais en fait, c'est très facile de se dire que quelque chose se travaille. Mais après, pour un jeu, comme toute œuvre, il y a des fois on trouve pas, en fait, on trouve pas la solution. Ça veut pas dire qu'elle est pas là, mais ça veut dire qu'on l'a pas trouvée. Et donc soit on se dit tant pis, il faut que ça sorte, c'est pas fini ou c'est pas parfait, mais voilà, c'est comme ça. Soit on se convainc que c'était le mieux qu'on pouvait faire et tout, alors que parfois il vaut mieux arrêter. Donc ce qu'on essaye de faire avec le temps, avec l'expérience, enfin, en tout cas de notre côté, c'est être sélectif et de vraiment s'engager quand on est sûr de soi. Quand on est sûr de soi, parce que le fait d'arrêter un jeu, ça se fait beaucoup dans le jeu, dans le secteur du jeu de société. Ça a quand même lourd d'impact, d'abord parce que tout le temps qu'on passe a un prix, c'est notre temps, etc. C'est du temps qu'on ne passe pas sur autre chose. Et puis surtout, c'est par rapport à l'auteur ou l'autrice, c'est vraiment pas... Arrêter un jeu, c'est pas cool. Et ils peuvent le comprendre, on peut expliquer, on n'est pas arrivé à faire ceci, le jeu ne plaît pas, et donc on préfère arrêter que pas le faire. Tout le monde peut le comprendre, mais c'est jamais agréable d'attendre 1 an ou 2 et puis de se dire non, désolé, on le fait pas. Moi, en tout cas, c'est des expériences que je trouve très désagréables, donc quand on s'engage, on le fait. Et donc depuis qu'on a fait ça, je pense pas. On a arrêté parfois des jeux au début quand j'étais là, mais normalement on essaye. Oui, je pense pas que ça arrivé dernièrement. Le but est vraiment on s'engage, on est tous d'accord, on le fait. Et ça, l'important pour ça, c'est vraiment d'essayer de s'aligner et de voir qu'avec les auteurs-autrices, on est aligné sur le jeu. Donc, au lieu de parler de pourcentage, souvent des auteurs débutants ou quoi disent combien est-ce qu'on est payé, combien de boîtes de jeux on reçoit et des choses comme ça, ce qui peut être important et je le comprends. Nous, c'est plutôt, OK, comment on voit le jeu? À qui il s'adresse? Quelle taille de boîte on veut faire? À quel prix on veut le vendre? Quel univers graphique on veut? Et pour voir déjà si on est sur la même longueur d'onde et que ça va bien se passer parce que on voit où on veut qu'aille le bébé, ou bien on se dit ouais, en fait on n'espère pas les mêmes choses, on voit pas les mêmes choses, ça va être difficile, il va falloir négocier et tout, et ça c'est pas la bonne chose. Quand il faut négocier, quand il y a de l'ego, c'est vraiment très difficile. Quand tous on a la même vision, eh bien quand quelqu'un vous dit les gars, je pense qu'on part un peu de la vision, c'est pas ça qu'on avait dit, tout le monde dit ah ouais, t'as raison. Et donc c'est bien qu'on embarque tous dans le même bateau. Donc voilà, je pense qu'il faut ramener un maximum de monde, il faut tester un maximum, et quand on est vraiment sûr qu'on va y aller, on y va. Qu'est-ce qui fait qu'on va y aller ou pas? Voilà, très sincèrement, je pense sincèrement que notre métier, c'est de faire des échecs, c'est de faire des jeux qui vont marcher moyennement. Moi, je pense qu'à partir du moment où on ne fait que des jeux qui se remboursent et de temps en temps des jeux qui font des succès, ou assez rarement tous les 10 ans ou plus, un jeu qui va être un long runner, qui va tenir pendant des années, on réussit bien son boulot. Il y a des pressions pour ne faire que des jeux qui sont des succès, ce qui est pour moi absolument impossible. Je connais pas de maison d'édition qui ne fait que des succès des années durant, ça n'existe pas. En tout cas, moi, je ne sais pas le faire. Et donc, il y a des fois, il y a ce qu'on peut appeler de la chance. Il y a des fois où on est plus aligné, on est plus en phase avec la demande du public. Il y a des fois où on l'est moins. Il y a des fois où on a l'impression que son travail n'est pas compris, qu'on n'a pas bien choisi et tout. Il y a des fois où on s'est emballé pour des jeux qui sont pas si bons, etc. Donc, faut dealer avec ça. Si on est obsédé par le succès, c'est difficile comme métier. C'est comme les métiers de l'édition, enfin l'édition de livres ou de films ou quoi que ce soit. Le moyen et la médiocrité fait aussi partie du boulot. Faut essayer de s'en éloigner le plus possible. Et heureusement, on est dans une société qui nous donne les moyens, une société à Repos qui nous donne les moyens de faire ce qu'il faut pour faire les jeux les meilleurs possibles. Et quand il y a un échec, c'est de notre faute, évidemment, en tant qu'équipe. Moi, pour le choix, et tout le monde, mais voilà, ça fait partie du jeu. Après, on va dire les échecs, des fois, c'est même pas que le jeu soit mauvais, c'est que des fois, c'est un peu comme le film. Moi, je mets beaucoup au film, mais si tu sors ton expérience, ton film un peu d'essai, un peu qui sort des clous en même temps que Spider-Man, ton jeu et ton film est super, il n'y a pas de problème, mais la place médiatique
que va prendre le blockbuster, et ben si tu sors en même temps, et ben on va moins le voir. Et comme aujourd'hui on est dans une société où ça va vite, du coup il y a déjà d'autres jeux qui sont sortis, et du coup ton jeu, s'il prend pas la bonne fenêtre médiatique et la bonne fenêtre de tir, et ben juste on l'a juste oublié, on est déjà passé à autre chose. Et c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste il est pas arrivé dans le bon créneau, dans le bon truc, le bon timing. Mais c'est presque impossible à savoir qu'un jeu va marcher ou pas. On a des certitudes, mais des fois même avec les certitudes, je pense que moi je fais partie de l'école qui pense qu'un jeu moyen peut avoir énormément de succès parce qu'il tombe bien, mais je pense personnellement qu'un très bon jeu ne passera jamais inaperçu. Je pense que le jeu d'exception, il passe pas inaperçu en fait. Il y a toujours un moyen, il se fait rattraper, il se fait, voilà. Le cinéma, la bande dessinée, c'est plus difficile parce que c'est vraiment très compétitif, le jeu aussi, mais peut-être quand même un petit peu moins. C'est des médias quand même différents. J'ai l'espoir que les très bons jeux arriveront toujours à sortir, arriveront toujours à trouver leur public à un moment ou un autre, ou peut-être à se faire rééditer. Voilà. Mais ma croyance. Pour parler un peu de l'actualité de Repos, aujourd'hui, il y a For Honor qui est sorti, qui est pour moi qui est un très bon jeu, mais qui est un jeu un peu étonnant. C'est étonnant parce que aujourd'hui, un jeu où on se fait que du négatif, il y a zéro positif dans le jeu, c'est vraiment que de la négativité, dans une bonne ambiance, parce que c'est une bonne vibe, les persos en plus ils sont un peu à la cool. D'ailleurs, après ça n'a peut-être rien à voir, les persos de For Honor m'ont fait penser à une bande dessinée que je crois que c'est ta femme en plus qui l'a fait. Les persos m'ont fait penser un peu à ça. Ah, pas une bande dessinée, un livre un livre d'illustration. Oui, je crois. Oui, tout à fait. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est pas dans la même. C'est pas la même vibe, mais en fait, quand j'ai recherché, j'ai vu la cover. C'est la même époque, ouais. Je me suis dit, c'est la même vibe. Avec mon frère Quentin, qui est illustrateur, qui s'appelle Les Mousquetaires de l'ombre, qui est sorti dernièrement. Et c'est vrai que c'est la même période, mais c'est pas la même temporalité pour les jeux, et c'est pas. Voilà, là, c'est des envies différentes, mais c'est vrai que c'est dans le même univers. En gros, je suis moyen d'accord. Je fais attention parce que comment je vais dire ça ? D'abord, oui, c'est un jeu différent. On est dans une période de tabou building où on fait des jeux, où on construit quelque chose devant soi, où il n'y a pas trop d'interactions négatives, les autres viennent pas t'embêter, etc. Et ça manque. Quand on l'a vu, ça nous a paru extrêmement rafraîchissant parce que il y avait de l'interaction, beaucoup d'interaction. On a beaucoup aimé des choses mécaniques comme ces sleeves qui permettent de recruter quelqu'un et de savoir que c'est à toi. Ce Toto Battler, on va dire one deck building où on construit un deck commun et tout. Il y avait beaucoup de très très bonnes idées de Maxime Rambourg. Il y a beaucoup de choses qui nous ont plu dans le jeu, mais cette interaction entre guillemets négative nous a beaucoup plu. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, et moi c'est de faire en sorte que ce soit pas de l'interaction négative. Donc oui, on se fait des sales coups, mais normalement, le but, comme tu comprends avec ces animaux rigolos et tout, que c'est du 15e degré, pour moi, elle n'est pas si négative. C'est-à-dire que je crois que si jouer avec des mauvaises personnes avec qui il ne faut pas jouer à des jeux, oui, c'est pas agréable. Non, oui, c'est ça. Mais quand tu joues avec tes amis, oui, c'est good vibe. Et que tu te prends et que tu fais ça, c'est un régal. Enfin, moi, j'ai un véritable régal avec les bonnes personnes à jouer à ce jeu parce que on en rajoute, on s'en rajoute, et d'une certaine manière, plus on se fait des sales coups, plus on prouve l'amour qu'on a l'un pour l'autre, et le fait que c'est un plaisir de jouer ensemble, ça fait des sensations, des trahisons et des choses comme ça. Donc oui, si vous prenez tout ça au premier degré, alors il y a beaucoup de jeux qu'il faut pas jouer, mais c'est quel plaisir pour moi, une personne comme moi qui aime bien jouer, qui aime bien faire du jeu de rôle ou des jeux avec beaucoup d'interactions, c'est chouette d'avoir un jeu où on n'est pas quand même tout seul dans son coin à construire sa petite cité, quoi. Ça change. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait, pour ce plaisir-là, qui est peut-être pas pour tout le monde, et voilà. Après, c'est vrai que je trouve que c'est une expérience vraiment différente. Et puis, moi, ce jeu-là, je l'ai fait tester. Je fais des fois des journées jeux dans l'école de ma sœur qui est institutrice. Elle a ce projet. Du coup, j'y vais une fois par trimestre. Je ramène quelques jeux pour faire découvrir aux enfants, parce que je trouve que c'est important de
de transmettre un peu ça aux enfants pour qu'après, chez eux, ils aient peut-être envie d'acheter, de jouer avec leurs parents. Je trouve que c'est aussi important aujourd'hui que de lire avec ses enfants, de regarder un film avec ses enfants. Et du coup, j'avais ramené Faukron et j'avais fait jouer du coup des enfants. C'est des enfants, je crois, ils avaient entre 11 et 12 ans, un truc comme ça. Et l'expérience, elle était tellement drôle parce que c'était tous des potes. Ils se faisaient des crasses, mais ils essayaient d'égaliser. Ouais, non, faut pas qu'on se mette trop sur lui, on va essayer. Et du coup, je trouve qu'il y avait une sorte d'énergie autour du jeu parce que le jeu, comme c'est que des trucs méchants, mais où tout le monde était dans une good vibe et c'était assez drôle et j'avais pas vu ça dans beaucoup de jeux. Mmh. Oui, et ça plaît. En fait, nous, quand on le sort, on l'a testé évidemment. Donc, on a parfois des avis de distributeurs ou d'influenceurs qui disent oh là là, c'est un jeu méchant, c'est pas pour tout le monde. Mais des tests qu'on a fait, c'était vraiment un jeu pour tout le monde. Je me souviens de parties avec des personnes que je connais qui ne supportent pas la moindre interaction, on va dire négative ou la même agression ou quoi que ce soit. La première fois qu'on leur a piqué un truc, ils ont levé la tête, ils ont ouvert les yeux. Ils ont fait « Ah, c'est comme ça !» Et ils se sont marrés parce qu'ils ont compris que, OK, c'est pour rire, on n'a pas le choix dans le jeu. Oui, c'est le jeu. C'est comme ça. Et donc, libre à vous, si vous voulez, en plus de rajouter la couche, parce que nous, on jouait souvent au boulot avec des alliances et des trahisons, des choses comme ça. Vous pouvez jouer avec cette couche-là en plus qui est vraiment très, très drôle. Et je pense qu'ils comprennent, en fait, le H, donc Hamza, donc de l'univers Board Game, qui est aussi animateur, enfin, qui fait jouer des jeux dans son école, disait que les enfants, ils en étaient fous, en fait, parce que, OK, c'est ouvert et on comprend tous que le cadre, c'est un jeu et donc on va bien s'amuser par rapport à ça. Et puis voilà, c'est comme, ça peut être comme un loup-garou, en fait. Oui. On peut prendre ça très, très mal et comme on peut prendre énormément de plaisir, j'ai vu des gens qui réagissaient très, très mal au loup-garou et d'autres pour qui, enfin, j'en fais partie, c'est un jeu vraiment super agréable et je le prends pas mal si on m'élimine ou quoi que ce soit parce que, OK, je suivrai la partie, ici, il n'y a pas d'éliminer, enfin, aussi, on peut éliminer quelqu'un dans For a Crown, mais c'est pas trop le but. On vit quelque chose et ce côté négatif, ben c'est un plaisir en fait. On a tous compris que c'était pour rire, c'était pas grave, c'est de la caricature d'une certaine manière. Oui, c'est sûr, c'est que de la blague. En vrai, pour moi, c'est une blague en jeu. Il faut prendre ça comme une blague. Mais c'est vrai que ce jeu-là, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en vrai, c'est même pas la question, c'est même pas. Mais je trouve que c'est vrai que ça a apporté une expérience en tant que jeu assez nouvelle. Oui. Assez rafraîchissante en tout cas. Je sais pas si c'est nouveau, c'est le mot, mais assez. Ok, c'est une autre vibe qu'on n'a pas, une autre énergie autour d'une table qu'on n'a pas vue. Et on l'a travaillé de manière à ce que ce soit pas purement négatif, c'est-à-dire que chose très importante dedans, c'est les objets précieux. C'est cette notion qu'à un moment tu as la moitié de tes points et que donc les autres le savent et d'une certaine manière, sauf s'ils jouent comme des débiles, ils comprennent que c'est le moment d'arrêter de s'acharner sur une personne, mais de s'acharner sur les autres. Et donc il y a tout ce jeu que, en tout cas nous qui avons beaucoup joué au jeu, un move. C'est amusant parce qu'on voit des parties très très différentes entre des personnes qui débutent, qui font le jeu la première fois, ils veulent de l'or, ils veulent des rubis, ils s'attaquent pas, ils essayent juste d'amasser et à la fin c'est de plus riche. Et les gens qui ont déjà joué plusieurs fois et qui ont compris, c'est l'inverse total. On va acheter des cartes hyper chères qu'on va payer full en rubis. Les autres vont regarder avec des grands yeux et dire mais t'es débile ou quoi? Le but c'est de gagner des rubis et t'en as plus. Bah ouais, mais en fait en baissant ces rubis, pendant quelques tours, les autres ont plus l'œil sur vous parce qu'ils vous disent ouais bon ça va lui il est en train de perdre, c'est pas grave. Et pendant ce temps-là, vous avez acheté les cartes les plus fortes du jeu que vous allez utiliser pendant tous les tours. Et donc au total, c'est vraiment intéressant. Mais si vous attaquez que celui-là, vous attaquez pas les autres. Donc en fait, c'est un jeu dans lequel si vous jouez intelligemment, vous vous auto-équilibrez tout le temps. Donc dès que quelqu'un lui-même décide de se faire du mal, c'est pas grave en fait parce que les autres vont devoir lui lâcher la grappe. Parce que s'ils continuent à s'acharner sur lui, ils vont perdre. Et donc c'est vraiment un jeu qui s'auto-équilibre tout le temps. Et donc il fait que normalement, si on joue bien, voilà, il y a un moment où vous allez avoir la paix et puis ça va se retourner contre les autres. Il va falloir se faire oublier, essayer de pas trop l'ouvrir pour pas que les gens s'acharnent sur vous. Et puis essayer d'un petit peu manipuler, manigancer, etc. Donc voilà, il y a une sorte de nivellement par le bas constant jusqu'à ce qu'il reste voilà, un seul gagnant, mais souvent je ne vois pas beaucoup de parties dans lesquelles on sait exactement qui va gagner, ou alors c'est qu'on a pas mal joué quoi. C'est souvent une surprise. En fait moi la première fois que j'ai joué à ça, j'avais peur de me dire mais on va réussir à compter, mais en fait c'est impossible.
c'est impossible de savoir exactement. On sait à peu près la jauge, mais de savoir exactement, c'est impossible. C'est de suivre. Il y a tellement de transactions que c'est impossible. Tout le talent consiste aussi en jouant à brouiller les pistes et à jouer. Alors, j'ai parfois entendu des critiques qui sont de ben oui, mais en fait, quand les cartes des autres elles arrivent, moi j'ai rien à faire et je m'ennuie, j'attends mes cartes. Et en fait, je crois que c'est une grosse mécompréhension du jeu parce que le moment le plus important du jeu, c'est pas quand il y a vos cartes, parce que dans vos cartes, vous choisissez ce que vous faites, c'est vite fait. Le moment le plus important du jeu, c'est quand c'est les cartes des autres. Il va falloir influencer la conversation pour que les attaques des autres tombent pas sur vous, mais sur les autres. Donc de glisser les choses, que ce soit pas trop évident, on dit tiens, ça fait longtemps, toi, t'as encore beaucoup de rubis, hein. Mais juste au bon moment que l'autre le mette l'idée subliminale dans sa tête et quand c'est à lui de jouer, il dit ah bah oui, toi c'est toi qui es en train de gagner. Donc il faut constamment jouer quand c'est pas son tour et quand c'est son tour, très discrètement faire sa petite attaque en disant bon je m'excuse, pas merci, au revoir. Et donc voilà, il y a quand même j'aime bien ce côté où ça ponce petit à petit, on ponce les rubis de chacun et on arrive de plus en plus bas, quoi. Après il y a un truc, je trouve que c'est dommage que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de garder le nom Bijoux de famille. Je trouvais ça vraiment drôle. Alors c'était pas le nom du tout à la base, c'est pas du tout ça. C'est à un moment on l'a appelé dans la règle les bijoux de famille et en fait ça nous semblait une évidence. On avait écrit ça dans les règles et tout, et puis on s'est rendu compte que c'était une très mauvaise idée parce qu'on a eu des parties qui viraient en fait le gag était tellement lourd. Ah, ça partait en graveleux trop. Ça partait en graveleux, mais ça ne se rattrapait pas en fait. Et le graveleux appelait le graveleux et les gens s'amusaient bien, les personnes s'amusaient. Mais à un moment, au niveau de l'ambiance, on sentait qu'on n'était pas dans une expérience qui allait être refaite. On avait une expérience très, très un peu lourdingue, qui fait que ok, on y joue une fois, mais peut-être moins. Et donc, il a fallu... c'est vrai. C'est des détails, hein, c'est des choses, mais il fallait rendre... Comment dire? Il va aller faire revenir l'attrait... recentrer la couche d'ambiance et d'humour était trop lourde, en fait. Et faisait prendre une distance trop grande avec le jeu. Et il fallait faire attention à ça. Et donc, dans toutes les langues, c'est pas un problème. C'est qu'en français qu'il y a ce côté bijou de famille qui a comment dire, une connotation, quoi. Qui peut avoir un truc un peu scabreux. Mais quand on l'appelait comme ça, c'était trop. On a vraiment des parties où ça passait pas. Non, mais après, c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est la partie, du coup, tu joues à un autre jeu et du coup, t'es pas recentré sur la vraie essence du jeu. Tout à fait. Ok. Cool. On va parler un peu de l'école de jeux de société que tu vas créer. Déjà, je trouve que c'est vraiment génial parce que moi, quand j'étais jeune, je me rappelle au lycée, bon, ça remonte à, je sais même plus, c'est 2004, 2005, un truc comme ça. J'avais dit à ma conseillère d'orientation que moi, je voulais faire du jeu. C'était du jeu vidéo à l'époque, j'ai dit je voulais faire du jeu vidéo. Elle me dit ok, pas de souci, fais STI. Ok, STI c'était industriel, rien à voir. Vraiment rien à voir. Je dis ok, bon après jeune, tu connais pas, tu dis moi j'étais très feignant quand j'étais jeune, j'aimais pas l'école, donc on me dit A, j'allais A, je faisais ce qu'on me disait. Du coup j'ai ça et il y avait pas d'école pure de jeu de game design, ça existait pas. Et même aujourd'hui, bon, en France, je crois il y en a une ou deux qui fait des cursus et c'est même pas une école spécialisée game design jeux de société. Alors il y a des formations qui sont historiquement plus anciennes. Enfin, alors en jeu vidéo il y a d'excellentes formations. Oui, en jeu vidéo, formations différentes, mais c'est particulier. Le jeu vidéo c'est vraiment un secteur particulier avec c'est très pointu et donc au niveau du game design c'est pas toujours la même chose qu'on recherche puisque le jeu vidéo d'une certaine manière est limité à un médium extrêmement incroyable mais qui est technique. Nous, on n'a pas cette possibilité, en tout cas pas aussi fort de son, d'image, de mouvement, etc. Mais on a la possibilité de faire de l'objet qu'on touche, de l'objet qu'on manipule. Et donc, ça permet plein de choses qui, en game design, sont très, très différentes. Il y a des écoles par rapport à tout ce qui est ludopédagogie, ludothèque et tout le travail du jeu, mais plus académique. Et je pense, il y a depuis 1 an ou 2 à Poitiers, une 4e année par rapport aux jeux de société. La particularité de l'école que je vais lancer, qu'on est en train de lancer, qui ouvre en septembre 2025, c'est quelque chose qui est vraiment tourné vers la création et l'édition de jeux de société au niveau le plus pratique. Donc toutes les personnes, c'est faire les choses. Donc c'est apprendre en faisant. Alors évidemment, il y aura de la théorie d'une certaine manière, mais qui va pas être donnée comme une théorie, mais plutôt comme livrer des expériences et à partir de là, en tirer d'une certaine manière ce qu'on veut.
mais pas dire voilà, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que c'est organisé, etc., etc. C'est une boîte à outils, quoi. Ouvrir et permettre d'expérimenter les choses. C'est très, très important. Un tout petit nombre, donc c'est maximum 16 élèves, et sur Bruxelles. Mais donc voilà, le principe, c'est d'être entouré que de professionnels, que des professionnels du jeu. Donc il y a une trentaine d'intervenants. Chaque semaine, il y a un professionnel qui vient, qui présente son métier. Et c'est des métiers très, 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 très variés. Ça va de la traduction, l'édition, la création, les IA, le droit d'auteur, les chefs de projet, enfin tous les types de métiers que j'ai pu trouver. Il y en a peut-être d'autres, mais enfin, il y a vraiment 30 personnalités qui viennent parler de ça. Il y a les workshops qui sont beaucoup plus réguliers chaque semaine, avec auteur, autrice, graphiste, directeur artistique, responsable marketing. Et puis il y a tous les cours que moi je donne sur tout ce qui est l'édition, sur tout ce qui est évidemment la culture ludique. Donc jouer et d'apprendre à jouer de manière professionnelle, c'est-à-dire pas jouer simplement pour son plaisir, mais jouer pour apprendre du jeu et pour analyser. Un petit peu comme la différence entre, j'aime bien cette différence-là, mais il y a une différence entre boire du vin, adorer boire du vin, avoir une belle cave, s'y connaître en vin et être un œnologue. Et moi, ce que j'aimerais, c'est pas, comment dire, former des œnologues ni des buveurs de vin, mais former des vignerons. Et donc, l'œnologue, il a beau savoir plein de choses, reconnaître un vin rien qu'à son bouquet, etc. Mais il sait peut-être pas quel tracteur il faut utiliser, quelle essence on met dedans, les petits trucs pour faire ceci, cela, au niveau économique, comment tout fonctionne, etc. C'est encore un métier différent. Et donc ici, c'est vraiment faire des spécialistes d'une certaine manière, en tout cas au début généralistes, donc pas trop spécialistes, mais plutôt généralistes, des espèces de couteaux suisses du jeu, pour savoir comment ça fonctionne, comment ça marche, qui gagne quoi, comment sont organisés les différents flux, toutes les chaînes de compétences, et puis aussi toute la pratique les types de papier, les types de carton, comment calculer des prix, comment travailler et négocier avec une usine, qu'elle soit en Chine ou ailleurs, qu'est-ce que peuvent faire certaines usines dans certains pays et qu'est-ce qui est impossible à faire dans d'autres pays. Enfin voilà, on fabrique des objets en fait, de manière industrielle avec des matériaux particuliers, ça s'apprend. L'idée, c'est pas créer que des auteurs, c'est créer des gens du monde du jeu de société, qui sont capables de travailler du coup dans l'édition du jeu de société. Oui. En fait, pour l'instant où on en est, c'est je pense, ce que le monde du jeu de société a besoin. Oui, c'est-à-dire que dans le jeu vidéo, par exemple, on a des fonctions et des cursus de plus en plus spécialisés parce que les équipes sont énormes avec d'énormes budgets et donc il y a besoin de gens extrêmement spécialisés. Dans le jeu de société, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises comme Asmodée qui emploient des milliers de personnes où il y a des gens qui sont hyper spécialisés, qui sont vraiment dans des domaines de pointe particuliers, ça peut être dans des branches comme le marketing, la finance, etc. Et puis il y a beaucoup d'entreprises qui sont des entreprises avec 1, 2, 3 personnes. Et ces 1, 2, 3 personnes, elles doivent savoir tout faire. C'est eux qui vont monter le stand, c'est eux qui vont faire des démos et présenter les jeux, c'est eux qui vont rencontrer le distributeur pour vendre les jeux, c'est eux qui vont travailler avec l'auteur, autrice, illustrateur, illustratrice pour travailler ça, c'est eux qui vont devoir faire des choix de format, des choix de papier, des choix, etc. Et en gros, ils doivent savoir tout faire ou le plus possible en espérant qu'un jour ils aient un gros succès qui leur permette d'engager un peu plus pour souffler, pour pouvoir se spécialiser, etc., etc. C'est un des chemins. Et donc, je pense que pour l'instant, il vaut mieux être, compétent dans plein de domaines et savoir comment ça fonctionne. Je pense que pour l'instant, le monde du jeu n'a pas encore besoin de gens hyper spécialisés parce que c'est pas toutes les entreprises qui ont besoin de personnes hyper spécialisées. Et puis, ça demanderait plus d'années. Ici, ce sont des études payantes, en fait. Payantes. Les études sont toujours payantes, mais c'est pas l'État qui va payer. Non, c'est une école privée. C'est une école privée, tout à fait. Et donc, voilà, il y a un frais d'inscription à payer. Et je pense que il va falloir beaucoup travailler, mais mon but, c'est de concentrer ça en une année pour apprendre un maximum de choses. En tout cas, moi, transmettre tout ce que je connais sur une année et que toutes les personnes qui viennent et qui sont motivées transmettent un maximum de choses durant cette année pour qu'après ça, la personne qui a l'apprenant ou l'apprenante décide de où il veut aller, de se spécialiser encore ou pas, mais qu'il ait un bon bagage en fait et surtout qu'il évite les erreurs de base. Oui, parce que les erreurs et les pièges dans lesquels on peut tomber au départ en se disant tiens ceci c'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas, autour de lui, beaucoup de personnes ont pu partager leur expérience en disant évitez ça les gars, faites plutôt ceci. Après,
après ça, il peut le faire s'il veut, mais voilà. Oui, mais au moins, il a Essayer, l'information, quoi. Tout à fait. Au moins, il a eu l'information. Je savais pas, je pensais que c'était une école encore que pour, on va dire, pour les auteurs, mais je trouve que la démarche est encore plus intéressante, pour moi en tout cas. Je trouve que c'est une démarche encore plus intéressante de connaître vraiment le microcosmos du jeu de société, parce qu'il y a beaucoup de personnes dont moi, même si je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne, parce que ça fonctionne un peu, même si chaque milieu a ses spécificités, mais ça fonctionne un peu comme le monde de la production audiovisuelle. Il y a beaucoup de similitudes. J'ai parlé avec pas mal du coup d'éditeurs, même de personnes du métier, et je me dis en fait c'est ok, d'accord, en fait l'édition, un éditeur, c'est très proche d'un producteur. Il construit son équipe, il a une énorme importance dans la DA d'un jeu, dans le développement d'un jeu. C'est pas lui qui va faire le dessin, c'est pas lui qui va créer le jeu, mais s'il est pas là, le jeu, ça peut être un canard à trois pattes, et ça peut être plus compliqué pour l'avenir du jeu. Donc de plus en plus, j'ai l'impression que un bon éditeur, c'est quelqu'un qui est capable, un peu comme un bon producteur, de faire la bonne équipe pour le bon jeu. C'est ça. Ce sont des produits culturels. Donc avec ce côté un peu particulier, un peu antinomiste dans le terme, c'est que à la fois c'est une œuvre, c'est quelque chose qui est une œuvre, mais en fait c'est une œuvre qui doit se vendre. Et donc c'est un produit qui va être manufacturé, produit parfois dans d'autres pays lointains, en milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers ou millions d'exemplaires, qui doit rencontrer des normes précises de qualité, des normes écologiques, des normes techniques, mais qui à la fois est une œuvre qui part d'une idée d'un auteur ou d'une autrice, illustrée par des artistes, pensée par des passionnés. Et donc c'est un peu un mix, parce que c'est quelque chose qu'on veut novateur, nouveau, qui tienne, qui touche, qui procure des émotions, mais qui, d'une certaine manière, et c'est obligatoire, doit rapporter de l'argent, doit perdurer si possible, et doit faire vivre les gens qui le font. Donc ce sont tous ces métiers de production, de produits artistiques. Oui. C'est sûr. Et du coup, pour revenir un peu sur l'école, toi, ton projet à terme, c'est de le faire aussi en Belgique, en France, ou on va dire dans la francophonie, ou c'est vraiment après c'est très long le processus de monter une école, je vais peut-être un peu vite en besogne, mais où vraiment c'est de rester que en Belgique, implanté près de Repoprod, parce que je pense que tu vas pas quitter Repoprod pour faire ça. Si, j'arrête en juin. Ah d'accord. En juin c'est fini, donc le dernier jour de juin est mon dernier jour à Repoprod, et après ça il y a l'installation des locaux, etc. J'ai des stages aussi qu'on donne en partenariat avec un monde de jeu, donc pour les auteurs débutants ou les auteurs qui ont envie d'un petit peu de se concentrer, donner un petit peu un coup de boost à leur travail. Ça, je fais ça. J'ai 2 semaines en juillet, 1 semaine en avril, et puis en septembre c'est la rentrée. Donc c'est un temps plein. C'est une envie de faire ça. C'est un vrai changement de carrière, parce que je pense que c'est nécessaire. C'est une envie de ma part aussi, parce que j'ai très envie de m'investir là-dedans. J'ai envie de créer des jeux aussi, ce qui n'était pas trop possible à Repoproduction, parce qu'en fait ça fait un petit peu bizarre quand vous êtes éditeur d'avoir les équipes qui éditent vos propres jeux, ou vous-même de rencontrer des auteurs alors que vous avez fait des jeux qui soient bons ou très mauvais. Voilà, c'est pas évident. En tout cas moi ça ne me convenait pas, et à Repo c'est pas ce qu'ils voulaient. Donc mais maintenant j'ai cette envie de créer des jeux aussi, de travailler là-dessus. Donc voilà, toutes ces choses l'une dans l'autre font que il y avait l'envie de l'école, et puis d'en faire un lieu de vie, d'avoir le mercredi pouvoir faire des animations pour les enfants, de pouvoir ouvrir le lieu à des auteurs débutants ou professionnels pour faire un cercle où on peut venir utiliser les locaux, utiliser la ludothèque, travailler, discuter ensemble de création. La France a énormément profité des différents collectifs d'auteurs, très clairement pour avoir sourcé des jeux, donc chercher des jeux dans des pays comme l'Allemagne, je l'ai fait aussi aux États-Unis, l'avoir en France, Belgique et autres. La France, et je pense que c'est le cas en Italie aussi d'une certaine manière, les groupements d'auteurs et le co-autorat
fait que les projets sont nettement plus intéressants. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vrai je dois choisir, je ne vais pas à Essonne et je vais que à Cannes ou que à d'autres événements comme ça, parce que les idées, je trouve, sont plus percutantes, sont mieux travaillées. Il y a vraiment une professionnalisation qui se fait. Il y a une émulation entre les auteurs et les autrices qui fait que c'est de plus en plus qualitatif. Et donc, je pense que voilà, ce serait chouette d'apporter ça à Bruxelles aussi. Et maintenant, par rapport à ce que tu dis, je suis pas sûr je suis sûr que pour moi, ce serait très intéressant d'ouvrir une école à Paris. Ce serait d'une certaine manière peut-être plus facile, mais je pense pas que c'est mieux parce que Bruxelles sera moins cher que Paris. Si vous venez de Toulouse, Lyon, Nice, enfin où vous voulez, que ce soit aller à Paris ou que ce soit aller à Bruxelles, franchement, si vous faites pas les allers-retours en voiture tous les jours, autant aller à Bruxelles, ce sera moins cher. C'est un village, c'est très agréable, c'est une ville cosmopolite qui est vraiment très très chouette. Voilà, c'est dans la vie, faire des études un an à Bruxelles, c'est pas. Oui, ça va. C'est pas la bord à boire. Et puis il y a plein de pire. personnes très intéressante à rencontrer à Bruxelles aussi. Donc voilà, je pense que c'est pas trop. Oui, c'est pas le. Puis c'est vrai que après vu que c'est une école privée, je sais pas si vous avez déjà des inscriptions pour la rentrée, mais c'est pas forcément que pour les jeunes. Il y a des personnes en reconversion. C'est un peu comme moi quand j'ai fait mon école de cinéma. J'étais en reconversion. Il y avait de tout. Il y avait de tout dans l'école. Il y avait tout âge, tout. Ça venait de partout, quoi. Et je pense que pour le jeu de société, c'est un peu pareil. Je pense qu'il y aura des jeunes qui sortent de l'école, vu que c'est de plus en plus possible. Les gens se disent, on peut travailler aujourd'hui dans le monde du jeu de société. On se le disait peut-être pas il y a 10 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut se le dire. Et il y a aussi des personnes qui sont un peu lassées de leur métier, qui veulent passer à autre chose et avancer. Mais c'est vrai que toi tu disais que là t'allais arrêter Repoprod. J'avais écouté dans un des podcasts Hot Game que t'avais fait, j'avais un peu écouté ton parcours et je me dis que t'avais quand même une facilité à et ça, j'avoue quand je t'ai écouté je trouvais ça inspirant de recommencer à zéro à chaque fois et sans problème. De dire, c'est pas grave, je veux faire autre chose, je recommence à zéro. Pas grave, je recommence à zéro. Tu recommences jamais vraiment à zéro parce qu'il y a de l'expérience. Tout à fait. Mais je trouve que c'est quand même assez... c'est fort, je trouve, de faire ça. Dans ma nature, je vais dire, je suis entrepreneur. J'aime bien faire des choses et j'aime bien faire des choses nouvelles. Et avant ça, j'ai fait j'ai eu plein d'activités différentes. Donc, quand j'ai eu mon magasin et que j'ai tenu 15 ans, il y a plein de gens qui ont dit, oh là là, t'as tenu longtemps et tout. J'aurais encore tenu des années parce que c'était très, très chouette et Repos m'a fait une super proposition. Et ici aussi, c'est une envie, en fait. C'est une envie c'est parce que ça manque. J'aime bien explorer des pistes nouvelles et je sens que ça manque. Je sens qu'il y en a besoin. Et d'ailleurs, le soutien du monde du jeu assez chouette. Et j'ai tout le temps des messages de personnes qui me disent mais ouais, ok, il faut y aller, bravo, merci, il faut le faire quoi. Et alors j'espère que ce sera à la hauteur. J'espère faire ça le mieux possible et surtout que les personnes qui fassent la formation trouvent vite tous du boulot et que ce soit inspirant pour d'autres. Ça c'est vraiment j'aurais raté mon boulot s'ils trouvent pas du boulot eux-mêmes et s'ils font pas ça. Mais voilà, je pense que ça manque et je m'en rends compte au fur et à mesure que c'est une évidence en fait. Il y a tellement de jeux qui sont sortis. Quand on doit choisir, tu vois, tu parlais du choix du jeu, comment est-ce qu'on fait pour choisir un jeu? Moi, j'ai l'avantage que pendant 15 ans dans la boutique, j'essayais quasi tout ce qui sortait. Alors, à un moment, ça sert à rien d'essayer une énième extension du moment qu'on sait comment ça fonctionne, donc je perdais pas mon temps à ça. Des petits jeux qui sont des copies de jeux, d'autres jeux qui sont toujours les mêmes et tout, ça n'a pas grand intérêt de les tester, mais en fait, dès qu'il y avait un nouveau jeu important, etc., je le testais, en fait, sinon je savais pas le vendre. Donc, c'était très important de le tester. Donc, ce bagage-là, c'est quand même un bagage important parce que on voit parfois des jeux en sourcing et il y a parfois de plus jeunes sourceurs qui disent waouh, c'est génial cette idée, il faudrait le faire, et dire en fait non, ça existe déjà. Et ils n'ont pas tout à fait tort parce qu'en fait peut-être que ça a existé mais que ça n'existe plus vraiment et que tout le monde a oublié, donc il faudrait qu'on ressorte un jeu de ce genre-là. Tu vois, un jeu comme For Crown, ça a existé des jeux méchants, pas sous cette forme-là avec les originalités mécaniques qui sont le deck unique, les sleeves particuliers, etc. Mais le fait des jeux où on s'agresse d'une certaine manière, il y en a eu. Mais voilà. Et donc c'est important. Et moi c'est très très riche pour moi aussi. J'ai des collègues qui jouent énormément et quand on source ensemble, ça arrive très souvent maintenant parce que je sais pas tout suivre non plus, qui me disent non attends, ça j'ai testé dernièrement, c'est vraiment de nouveau une énième ressucée de tel jeu, etc. Donc voilà, c'est important de pouvoir compter les uns sur les autres et c'est important qu'on ait tous une culture
ludique importante. Alors quand on commence maintenant, qu'il y a, on dit 2-3 000 jeux qui sortent par an, plus tous les milliers, dizaines de milliers qui sont sortis ou centaines de milliers qui sont sortis avant, faut y aller quoi. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a intérêt pour les futures générations qui vont travailler là-dedans, que quelqu'un les ait guidés. Alors on ne sait pas tout essayer, mais dire ok, les gros piliers ils sont ici. Faut que vous ayez testé ceci, il faut que vous ayez fait du Magic, il faut que vous ayez fait du jeu de rôle, il faut que vous ayez fait du Seven Wonders, il faut que vous ayez fait du Catan, il faut que vous essayiez. Enfin, c'est sans fin, mais il y a vraiment beaucoup de jeux maintenant à tester, à avoir essayé et surtout avoir testé avec un œil professionnel. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est auquel j'accorde moi en tout cas beaucoup d'importance, c'est que on ne joue pas de la même manière quand on est débutant ou quand on joue pour son plaisir que quand on joue en tant que professionnel. C'est pas du tout la même manière d'aborder le jeu. Et c'est comme un film. Quand toi tu vois un film, tu vois pas du tout avec ton expérience un film de la même manière que le voit quelqu'un qui regarde ça comme une gentille. C'est vrai que des fois je suis un peu chiant moi quand je regarde des films. Oui, tu vois les petits collages, hein, tu dis oh là là, la petite manipulation, le petit plan là qui sert de coupe parce qu'il s'est trompé, il a changé dans son. Voilà, tu sens toutes ces choses-là et que je pense un véritable plaisir de monteur à voir toutes les petites manipulations en disant personne ne le voit, mais moi j'ai vu ce que tu as fait là, mon petit coco, ou les idées, les belles idées qu'on ne comprend pas en disant oh là là, j'ai eu peur, je ne sais pas pourquoi, et toi tu as compris comment ça s'est enchaîné. C'est la même chose en fait quand on fait des jeux et qu'on commence à comprendre ce langage-là, on découvre le jeu et on l'expérimente d'une manière complètement différente. Oui, c'est sûr. En tout cas, j'espère en tout cas pour toi que l'école va fonctionner, parce que je trouve que c'est vraiment un beau projet. C'est d'ailleurs pour ça que moi, en tout cas, en priorité, j'ai voulu t'inviter. C'est pour ce projet d'école que je trouvais vraiment super intéressant. Et comme tu dis, je trouve que dans l'univers du jeu de société, c'est quelque chose qui manque. Et je pense que c'est ce qui va permettre aussi aux jeux de société de se professionnaliser. Tout à fait. D'avoir des écoles, d'avoir même du coup de s'instruire sur le monde du jeu de société, et aussi aux personnes je pense, une personne qui est pas allée à l'école, même si aujourd'hui on a la chance d'avoir un outil hyper puissant qui s'appelle Internet, où on peut rechercher, avoir beaucoup d'informations, s'instruire énormément, mais on perd 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'on gagne en allant à l'école, en ayant des personnes qui nous disent ce chemin tu peux le prendre, tu vas y arriver, mais tu vas faire le tour du monde, alors que là c'est tout droit, si tu prends ce chemin-là, ça va être plus rapide. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est les petites pierres qu'on va essayer de mettre à l'édifice. Quel est ton premier lancé, c'est-à-dire le jeu qui t'a un peu ramené dans cette passion? J'ai toujours été joueur, donc je pense que c'est vraiment dans ma nature. Il y a je pense que ce qui m'a vraiment amené, qui m'a fait à un moment bifurquer, c'est Alors, il y a des jeux que j'ai adorés comme les jeux de rôle, Magic et des choses comme ça qui font vraiment partie de moi. Et voilà, c'est vraiment des essentiels dans ma vie. Mais le jeu qui m'a fait bifurquer et qui m'a fait revenir à un moment vers le jeu de société moderne, on va dire, c'est Catan. Je me souviens vraiment bien de cette partie d'un ami qui m'a dit, tiens, on va jouer à un jeu. Et on jouait du jeu de rôle, on faisait des choses ensemble. Et j'ai joué à Catan. Et ce plaisir à la fois c'est court, parce que pour l'époque, Catan, même si ça peut mettre 1h30, c'est court par rapport à d'autres jeux. Ce côté assez court, retenu, avec des mécaniques qui sont pas très complexes, des règles pas très complexes, mais qui permettent quand même beaucoup de choix. Avec cette interaction, on oublie Catan, c'est surtout un jeu de négociation, marchandage, etc. Un peu de queen aussi pour faire pitié aux autres et qu'ils arrêtent de vous voler votre chemin et que vous arriviez à les dépasser à la fin. C'est vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à ce jeu-là. Je crois que c'est le lendemain ou sur le lendemain, j'étais en boutique, j'ai acheté tout ce que j'ai trouvé, 5-6 joueurs, enfin tout ce qui existait. Et là, j'ai commencé à jouer beaucoup plus régulièrement. Voilà, c'est vraiment un jeu qui a été un virage à un moment donné de ce que j'avais comme jeu qui était à la fois hyper familial, c'était, je vais dire, du backgammon, du Monopoly, du Rummikub, enfin des jeux vraiment basiques qu'on peut trouver partout, et à la fois du jeu qui est ultra geek comme du jeu de rôle et du jeu de cartes. Et là, ça m'a mis dans le jeu de société moderne. Ça, c'est ce virage-là. Y a-t-il un jeu
pour toi, dans ta ludothèque, a une importance particulière, un ou plusieurs, qui sont un peu des jeux de cœur, ou on va dire de Madeleine de Proust ou autres, qui sont très importants pour toi? Le jeu de rôle innominé Satanis Magna Veritas, qui est un jeu de rôle de croc que j'ai adoré parce que en fait, je pense que c'est mon premier jeu de rôle. J'ai commencé avec du livre dont vous êtes le héros. J'ai adoré ça, et c'était solo. Et puis, j'avais entendu parler, j'avais pas d'accès à des magasins de jeux de rôle ou quoi que ce soit. Le livre dont vous êtes le héros à cette époque-là avait vraiment le vent en poupe. Je me souviens, je travaillais, mon père était entrepreneur, et donc je lui donnais un coup de main, j'allais sur un chantier, je faisais de la peinture, je faisais des petits travaux comme ça, du nettoyage et tout. Et le lendemain, avec l'argent, j'allais m'acheter 2-3 livres dont vous êtes le héros. Puis après, je retravaillais, puis je m'en rachetais, etc. Et un jour, je me suis dit, tiens, ce serait bien, je peux jouer ça avec mon frère et avec un pote. Et je me suis dit, tiens, je vais acheter un jeu de rôle, mais pour jouer à plusieurs. Et j'ai acheté un petit livre, Œil Noir, et j'ai pas compris, en fait, parce qu'il y avait pas les règles. C'était un supplément de scénario. Et donc, rien qu'à partir de ce scénario, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu hardcore, ils donnent pas de règles, bon, je vais les inventer, quoi. Donc, j'ai inventé les règles en fonction de ce que je trouvais, quoi. Donc, il y avait un objet magique avec des abréviations que je comprenais pas trop, donc j'ai essayé d'inventer ce qu'il fait. On a joué des années avec ça. Et puis, à un moment, j'ai acheté Innominé Satanis Magna Veritas, qui était vraiment mon premier jeu de rôle avec des règles, etc. J'ai énormément joué, j'ai adoré, on s'est marré, on a fait je l'ai tordu dans tous les sens, j'ai fait des univers fantastiques, des univers Eric Fantasy, enfin là, on a tourné ça dans tous les sens, j'ai beaucoup joué. Et donc, voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, surtout aussi pour la personnalité de Croc, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a mis dedans, au niveau politique, au niveau, voilà, je sais pas s'il dirait lui-même qu'il s'est livré dedans ou pas, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont, dans un côté contre-pouvoir, un peu anard, un peu... il y a plein d'idées là-dedans qui m'ont bien plu, un certain type d'humour, en fait, dans lequel je me suis bien retrouvé. Et donc, j'ai adoré ça. J'ai bifurqué, j'ai joué à plein de jeux de rôle par après. Et j'ai bifurqué aussi vers le jeu de rôle Grandeur Nature, qui m'a apporté beaucoup. Mais cette boîte, qui est sous les yeux d'ailleurs, je dois l'avoir un petit peu plus loin, cette boîte noire de Innominé Satanis Magna Veritas, ça m'a vraiment beaucoup... j'ai beaucoup aimé. Magic aussi. J'ai cette boîte de chaussures avec des vieilles cartes toutes usées, avec des illustrations improbables où tu choisis les cartes d'abord parce que tu les trouves jolies et puis après tu changes parce qu'il y en a qui sont quand même meilleurs que d'autres. Tu bricoles un peu tes règles. Voilà, c'est des grands plaisirs de jeu. Y a-t-il des jeux qui ont marqué un peu des étapes de ta vie de joueur autres que ceux que tu viens de me dire qui sont un peu les débuts, mais où tu t'es dit ah ok, ça c'est innovant, ça qu'on un peu ponctué ta vie, ou même par exemple ton premier à repos ou des choses comme ça, mais des jeux qu'on marqué un peu ton histoire de joueur? Alors de ma vie personnelle, pas trop, parce que ça fait partie vraiment du ça fait partie de ma vie de tous les jours, donc il y a pas, j'associe pas ça à des grands moments ou des choses comme ça, parce que je joue tout le temps. Dans mes baffes ludiques, je me souviens de Pandémie. J'ai vraiment bien aimé l'expérience Pandémie, ce coopératif que j'ai trouvé extrêmement malin. J'ai trouvé ça très très puissant. Le Risk Legacy, j'ai adoré le premier jeu Legacy. Le fait qu'on puisse, ça pour moi ça a changé énormément de choses. Le fait qu'on puisse avoir un jeu jetable d'une certaine manière, avec tout ce que ça pouvait comporter de oh mon Dieu, jamais ça, un jeu qu'on va jeter auprès de X parties. Oh là là, c'est débile. Alors qu'en fait, ça permet d'avoir des expériences de jeu tellement immersives quand un unlock ou quoi. Ok, on peut pas le refaire ou il faut attendre des années avant de le refaire, mais qui est intéressant, c'est l'expérience unique en fait. C'est pas tant, je préfère vivre une fois une expérience unique que de devoir régulièrement vivre des choses qui sont un peu moyennes. Ça dérange personne quand on va au restaurant de se dire qu'on a mangé qu'une fois, ça termine dans la toilette après. Ça dérange personne de payer je sais pas combien pour un restaurant, mais pour un jeu qu'on va jouer que 10 parties ou 2 parties, là ça semble un scandale. Quand on va au cinéma, on voit une fois le film et c'est une expérience géniale. Et donc je continue à aller au cinéma, je râle pas parce que je vois le film qu'une fois pour le prix d'un jeu quoi. Donc là, le Legacy, j'ai adoré ça. Le The Mind, c'est de l'expérience The Mind, cette espèce de non-jeu comme ça, quand vous comprenez à un moment qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. La première fois qu'un The Mind, vous arrivez à quelque chose et qui vous semble impossible et qu'il y a 5 personnes autour de la carte ou 4 personnes qui ont mis des cartes
complètement dans l'ordre, juste en se regardant dans les yeux, en essayant de sentir, c'est quand ça marche. Et voilà, c'est surtout plutôt des sensations d'émotions nouvelles. Pour moi, c'est très très important que le jeu soit vecteur d'émotions. Et quand c'est des émotions nouvelles, c'est vraiment très intéressant qu'il y ait des choses que vous avez jamais ressenties dans un jeu. C'est plus fort pour moi que n'importe quelle nouvelle mécanique. Aujourd'hui, je pense que tu joues encore pas mal. Et quel est le jeu que tu sors le plus souvent de ta ludothèque, le ou les jeux? Alors c'est particulier parce que comme je joue en tant que professionnel et que ça fait 20 ans que je joue en tant que professionnel, ma consommation de jeux n'est pas une consommation où je sors un jeu que j'ai envie de jouer, etc. La consommation est je sors un jeu que je n'ai pas joué pour l'essayer. Soit parce que ce sont des prototypes, donc là depuis quelques années je joue beaucoup de jeux en avance, donc je joue beaucoup de jeux avant qu'ils sortent, donc ça me fait souvent bizarre quand il y a quelque chose qui sort en boutique de dire « Ah mais oui, mais j'ai testé ça il y a 4 ans ou il y a 3 ans, j'ai vu le proto, ah oui ce jeu-là on l'a refusé et maintenant il sort » et des trucs comme ça, donc ça c'est assez amusant. Mais donc je joue souvent pour découvrir des nouveautés, le plaisir, et j'ai façonné malheureusement peut-être un peu mes enfants comme ça. Quand je disais à mes enfants tiens, est-ce qu'on jouerait pas à ce jeu qu'on a déjà joué, ils disent ouais non on y a déjà joué, et ils ont vraiment jouons à une nouveauté quoi. Et là bon, ça s'est un peu calmé, on joue un peu à du jeu, mais donc je pourrais plutôt citer des nouveautés que je joue en ce moment que vraiment des jeux qu'on joue régulièrement qui sont des vieux jeux quoi. C'est un peu rebondir un peu sur la prochaine question. Quelle est la nouveauté que t'attends le plus, où tu dis celle-là, elle est vraiment, il est vraiment fort ce jeu? Alors, le problème, c'est que justement, dans le même sens, c'est des jeux dont je vais pas pouvoir parler. Oui. Donc, je peux te dire qu'il y a 2-3 jeux, allez, on va dire 3 jeux chez Days of Wonder que j'attends avec énormément d'impatience, qui sont des jeux que j'attends vraiment beaucoup. Chez Repos, il y en a 2 qui sortent à Essen qu'on n'a pas du tout annoncé, que j'attends avec beaucoup d'impatience parce qu'on travaille dessus et j'ai hâte de pouvoir y jouer dans des versions finales. C'est des jeux qu'on est en train de terminer et c'est pas du tout pour les vendre, hein. C'est vraiment des jeux je suis très content de partir avec ces projets-là parce que c'est des super projets. Donc ça, malheureusement, je peux pas en parler. Sinon, ce que j'attends dans des choses qui vont arriver, c'est plutôt les Game Found Kickstarter, le Puerto Rico. Ça, je suis content d'avoir une belle version de Puerto Rico qui va sortir. Ils ont annoncé là dernièrement une version enfin qui a l'air jolie d'Agricola, parce qu'Agricola quand même c'est un super jeu, mais enfin d'une laideur, je trouve, assez absolue. Donc là, ça a l'air très très beau. Et puis je suis un peu titillé là. Il y a quelques jours, ils ont annoncé on dirait un Agricola avec des zombies. Et je suis très très curieux de voir ce que ça va être. Donc voilà, c'est plutôt dans ce genre-là, ou des jeux. Voilà, il y a des trucs dont je peux pas parler, mais qu'en interne dans Asmodée, on a déjà vu, que des collègues nous ont présenté et qui ont l'air vraiment excellents. Un jeu Libellude aussi. Enfin, voilà. Ah ben oui, lui on peut en parler, c'est le Tech Time, il était montré à Cannes, mais le Tech Time est vraiment une très très chouette expérience de jeu. Voilà, il était présenté à Cannes en avant-première, il y avait un jeu géant et c'est magnifique, le travail est magnifique et c'est aussi une expérience de jeu coopératif qui est assez, allez, on va dire un peu comme un The Gang ou quoi, que j'ai beaucoup apprécié, des chouettes expériences coopératives. Très, très bien. On va du coup arriver dans la dernière partie. Tu arrives sur une île déserte. Ouais. Il peut avoir d'autres escapés sur cette île déserte, mais tu as le droit de prendre que 5 jeux, pas un de plus, pas forcément les meilleurs, mais 5 jeux que tu penses qui sur cette île déserte peuvent être importants. Ok. Alors, les gens avec qui je vais sur les déserts sont plus importants que les jeux, mais je pense que je prends Magic, parce que Magic, c'est de la folie, quoi. Il y a tellement de possibilités avec ce jeu, c'est tellement bien foutu, tellement bien construit. Je connais beaucoup de joueurs de Magic qui sont des joueurs de Magic, c'est-à-dire que l'ensemble des jeux est résumé là-dedans. Et quand on joue beaucoup à Magic, je connais plusieurs personnes d'ailleurs qui, en ayant joué beaucoup à Magic, après se disent waouh, c'est tellement puissant, il y a tellement de choses que ils ont un peu du mal, tout semble un peu fade autour de ça. Bon là, ça fait longtemps que je suis plus tombé dedans, mais je sais qu'il suffit que quelques boosters et c'est reparti. Oui. Je prends du Donjon Dragon. Le Donjon Dragon est un jeu de rôle que j'ai découvert extrêmement tard. Je n'y ai jamais joué avant le Covid et j'ai vraiment trouvé leur système. Et là, le tout nouveau qui est en train de sortir est vraiment très très bien. La version 5 a été améliorée. C'est vraiment un super jeu. Enfin, c'est un très très bon système. Donc, je prends du Donjon Dragon. Je prends du Mémoire 44. On n'en a pas parlé, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que je trouve extrêmement élégant. Il y a du dé, il y a de la carte, il y a du plateau. Il y a du hasard, mais pas trop. Il y a de la stratégie, de la tactique. Il y a vraiment plein de choses dedans. C'est un jeu que je trouve vraiment, si je dois qualifier, c'est un jeu que je trouve élégant.
au niveau de la simplicité, mais de la richesse, de ce que ça peut faire vivre, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je prends du Texas Hold'em, donc du poker, un set de poker pour jouer à ça, parce que au niveau des émotions, du stress, du bluff, etc., c'est quand même assez fort. Et puis alors, c'est un peu difficile. Je pense que je prendrai Seven Wonders parce que c'est un jeu très très court. Il a l'avantage il a pour moi un ratio idéal de richesse stratégique et de durée de jeu. C'est très court, on n'attend pas, il n'y a pas de downtime, on joue tous en même temps et à la fois il y a de l'interaction, mais à la fois il n'y en a pas trop, on peut développer quelque chose sans trop se faire embêter. Enfin, il y a vraiment une alchimie là-dedans que je trouve très très chouette. Voilà, ça c'est les 5 que je prendrai. Bah en plus, pour reparler un peu sur le poker, j'avais entendu, il y a quand même une histoire, parce qu'il y avait une grosse partie de ton magasin à l'époque qui était reconnu pour le poker. Oui, quand on a commencé la boutique, on est tombé un peu avant ou au même moment que la vague de poker, tu vois, la fameuse vague où il y avait des émissions, Patrick Bruel, etc. Tout le monde voulait sa mallette. Et on s'est dit qu'il fallait surfer là-dessus. On nous avait dit, vous êtes fous, c'est qu'une mode, rentrez pas là-dedans. Mais comme il n'y avait rien, et que nous, il fallait qu'on fasse du chiffre et qu'on trouve, et que surtout, j'ai trouvé ça, je l'ai découvert à cette période-là, j'ai trouvé ça génial comme jeu, j'ai vraiment adoré. Donc on a fait des tournois au magasin, je me souviens qu'on avait fait une ligue, le gagnant on a envoyé à Las Vegas, etc. Donc on a financé nous-mêmes parce que c'était pas du jeu payant, mais vraiment il y avait la salle était pleine à craquer de joueurs, une fois par mois on faisait un tournoi de poker et tout, c'était vraiment très très chouette. Et on s'était mis en quête de proposer tout ce qu'on pouvait. Donc, on est vraiment très complétiste. Donc, on avait plusieurs pays. On avait des palettes qui venaient Belgique, il n'y avait pas grand-chose. On avait de la France, on avait beaucoup. Il y avait d'Angleterre, États-Unis. Enfin, on faisait venir tout ce qu'on pouvait. À la fois des choses pas chères, mais à la fois des choses très, très luxueuses. Parce que très vite, quand la mode est arrivée, on avait tous les étudiants en Louvain-la-Neuve qui disent « Je veux une mallette de jetons, mais dans leur budget, donc pas très, très cher, avec 300 jetons. » Et puis, on a des personnes qui disent « Moi, je veux faire des tournois, je veux 1000 jetons, je veux des jetons en clés, donc vraiment qui sonnent bien comme des jetons professionnels, etc., de qualité. » Il y a des gens qui voulaient des tables, le nombre de tables qu'on a vendues de 8-10 personnes avec des racks intégrés et tout. Enfin, c'était la folie, en fait, la folie furieuse. Et donc, toute une partie du magasin il y avait des tables qui étaient exposées, les jetons, des jetons dealers, des minuteurs, des livres sur le poker, des DVD, d'explications, enfin, tout ce qu'on pouvait trouver sur le poker, on le prenait. Et ça a eu la chance, c'est que des personnes sont venues d'un peu partout en Belgique parce qu'on avait du matériel, de France aussi. On a eu pas mal de gens qui venaient de France en disant, bah ouais, mais il y a plus rien nulle part, etc. Et donc, on a pas mal de monde qui est venu et qui a pu se rentrer en disant, tiens, c'est pas mal ce magasin, il y a du choix, il y a c'est assez grand, c'est un magasin pour adultes et pas un magasin de jouets dans lequel on vend un peu de jeux de société. Donc, ça nous a bien aidé à démarrer notre boutique, la mode du poker. Ouais. Bah, merci en tout cas, très, très, très intéressant cette interview. Du coup, j'espère qu'on a appris pas mal de choses. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses et encore plus sur le monde de l'édition. Du coup, j'espère qu'on se verra bientôt. Bon, dans tous les cas, c'est sûr qu'on se reverra bientôt parce que en juillet, je vais faire l'atelier au monde de jeu. Fini de rire, on va te faire bosser. Bah ouais, c'est cool. Moi, en fait, c'est aussi, j'espère si je réussis à faire un jeu, bah c'est bien. Mais c'est même pas forcément que pour aller au bout de l'édition. Si ça arrive au bout de l'édition, c'est magique. Mais c'est vraiment, moi, je veux apprendre le monde du jeu, comment ça se façonne, toutes les facettes. Le monde de l'édition, c'est un truc qui m'intéresse vraiment énormément. Et du coup, c'est vraiment apprendre toutes les facettes. J'ai toujours aimé créer. Et un peu comme toi, je te disais, j'ai commencé, j'étais ingénieur. Donc vraiment rien à voir, ingénieur automobile. Après j'en ai eu marre, j'ai créé une marque de vêtements. J'en ai eu marre, je suis devenu photographe. J'en ai eu marre, je suis devenu monteur. Et du coup à chaque fois, c'est pour ça que ton parcours je trouvais ça inspirant parce que c'est vrai que recommencer à chaque fois, et j'aime tellement créer et j'aime pas m'ennuyer. Quand je commence à m'ennuyer dans quelque chose, bah je suis pas heureux, je suis assez
ronchon. Donc à chaque fois, je me donne des nouveaux défis. Et ici, ce sera... alors, ce qui est chouette, c'est que ce sera que des passionnés, donc que des personnes qui ont envie de faire des jeux. Et puis, c'est dans le cadre du chalet d'un monde de jeux qui est, pour y avoir été, un endroit vraiment super. Martin et Aline sont totalement adorables et il y a des jeux partout, en fait. Même dans les toilettes, il y a des jeux. Il y a de la BD aussi partout parce que, voilà, il est dessinateur, auteur de BD et qu'il adore ça. Et donc, c'est vraiment un lieu où on se sent bien pour créer. Si on est en juillet, en plus, on pourra être dehors, ça va être magnifique. Donc voilà, moi j'ai hâte de pouvoir partager avec tous des passionnés, de pouvoir jouer, et de pouvoir aussi, parce que créer des jeux à plusieurs, c'est super chouette en fait. C'est trop bien. C'est un plaisir de voir cette petite mécanique qui évolue et tout. Et puis à un moment, quand on teste et qu'on voit que ça marche, c'est un plaisir de le partager, de l'essayer, d'essayer de l'améliorer. C'est un acte créatif en fait. C'est un acte créatif qui demande pas des énormes équipes comme au cinéma, qui demande pas. Et du moment qu'on est avec des passionnés qui savent ce qu'on est en train de créer, voilà, c'est ce plaisir de créer quelque chose qui fonctionne. Par contre, je préfère prévenir. Bon, s'il y en a qui n'ont pas encore commencé, ça demande quand même beaucoup de temps. Oui, c'est vrai. Ça dépend. Il y a des fois, on tourne vraiment autour, on trouve pas et on trouvera jamais. Il y a des fois, je pense qu'il est important. En gros, quand on commence à créer, et ça peut être un peu dans tous les domaines, mais dans le jeu de société aussi, c'est qu'il faut pas hésiter à se dire que ça va pas être la première fois, en fait. On va pas faire, si on fait du piano, un concerto la première fois. C'est pas grave. On a peut-être une bonne idée, on la laisse maturer, on la laisse dans un coin, on fait d'autres choses, et puis on la reprend, et puis après on est bloqué dans un jeu, on dit, ah, mais cette petite mécanique où je suis pas arrivé de faire un jeu, elle peut être bien ici. Waouh, ça marche super bien et tout. Donc, faut pas hésiter. En fait, on va se créer des outils. Il faut pas voir ça comme créer des jeux, il faut voir ça comme créer des outils, des petites boîtes à outils. Et de temps en temps, la petite boîte à outils, elle est suffisamment cohérente et on a fait un outil qui peut faire du plaisir, mais parfois ça va servir pour autre chose. Donc il faut pas stresser surtout. Je pense que c'est ça sur l'apprentissage principal. Il faut pas stresser et il faut y aller en fait. Il faut se lancer, il faut faire, refaire, jeter, essayer, partager et qu'il en sortira quelque chose. C'est le karma, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr. Bon, en tout cas, très, 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 très cool. Je sais pas si tu as un dernier mot à dire pour les personnes qui vont écouter le podcast. Merci d'avoir écouté et puis essayez, jouez. S'il y a des jeux dans ce que j'ai cité, vous n'avez pas joué, essayez-les et n'hésitez pas à partager votre passion, quoi, parce que c'est ça qui est beau, c'est que c'est un secteur de passionnés et je ne remercierai jamais assez les personnes qui m'ont fait jouer, qui m'ont fait découvrir du jeu pour tout ce que ça a pu m'apporter. N'hésitez pas à faire ce cadeau-là autour de vous, à prendre votre temps, le temps de faire des soirées avec des moins joueurs, à leur apprendre des jeux et à partager ça. Ils vous le rendront au centuple.